Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puis je vous souhaite la bienvenue à notre table ronde intitulée « Témoigner de son agression sexuelle dans les médias sociaux, quels enjeux pour les victimes ». C'est une table ronde qui est organisée par ComSanté pour le pôle communication et santé de l'Institut Santé Société. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer la rencontre aujourd'hui. Alors, je commence par me présenter. Je suis Sylvie-Louise Desrochers, je suis la coordonnatrice de ComSanté. Aujourd'hui, chacune de nos 4 panélistes va commencer par faire une présentation d'à peu près 15 à 20 minutes. Et puis, par la suite, on va avoir une discussion tous ensemble. Alors, c'est un sujet, comme vous le savez, qui depuis plusieurs mois est très présent dans les médias. Mais disons que ça fait déjà quelques années qu'on retrouve sur différents médias sociaux des témoignages de femmes et d'hommes qui racontent leur agression sexuelle. Il y a certains auteurs qui ont souligné les risques associés à cette pratique. D'autres ont mis plutôt en évidence certains des aspects positifs. Par exemple, que les médias sociaux peuvent représenter une alternative aux espaces médiatiques traditionnels. Cependant, la question du témoignage d'agression sexuelle en ligne et de ses impacts pour les victimes reste encore peu documentée. Donc, d'où l'intérêt d'en discuter avec vous aujourd'hui puis d'échanger sur le sujet. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Christine Thoer, qui est professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM et qui a préparé sa présentation en collaboration avec Rim Benzaza, qui est assistante de recherche à ComSanté. Alors, merci Sylvie-Louise. Moi, je voudrais aussi remercier l'Institut Santé et Société parce que, non seulement pour l'organisation de la table ronde, mais parce qu'ils ont également financé la recherche dont je vais vous présenter une partie. Et je voudrais remercier notre animatrice à ComSanté, mais aussi Élise Ducharme, parce que toutes les deux, elles ont été vraiment à l'origine de l'organisation de cette table ronde. Et remercier Rim Benzaza, je ne sais pas si tu peux te lever, Rim. Donc, qui travaille comme assistante de recherche sur ce projet. Et c'est vraiment la possibilité qu'on soit en mesure de le présenter aujourd'hui. Et grâce à son implication et son efficacité qui sont vraiment à souligner. Alors, la question du témoignage, c'est pas une question nouvelle, et la question du témoignage d'agression non plus. Le témoignage existe depuis longtemps et il a été identifié, que ce soit en sociologie clinique ou dans les groupes féministes qui peuvent l'intégrer à des formes thérapeutiques depuis un certain nombre d'années, en montrant que les récits peuvent permettre de déconstruire les relations de pouvoir dans lesquelles les individus peuvent se sentir enfermés. Pourquoi? Parce que, entre autres, le témoignage public peut aussi être vu comme une façon d'aider la victime en lui permettant d'être entendue, de bénéficier d'un regard bienveillant et de ce fait-là aussi de se reconnaître comme victime, entre autres, ce qui est déjà une première étape. Avec les médias sociaux, et là on voit qu'on est dans une culture du témoignage où on a de plus en plus de témoignages qui se multiplient sur les médias sociaux, avec aussi cette culture de l'extimité où on révèle une intimité mais de manière publique. Mais le témoignage acquiert une autre dimension parce que d'une part, il a une plus grande visibilité, ce qui est lié à la connexion des plateformes, mais aussi au phénomène de viralité. Et surtout aussi, il a une dimension d'instantanéité, puisque du confort de ma maison, je peux mettre en ligne mon témoignage très rapidement et hop, ça y est, il est en ligne. Alors l'objectif de cette table ronde, c'est de cerner les enjeux que posent ces témoignages en ligne, tant pour les victimes, mais aussi pour les différents éléments de la société, les différents acteurs qui vont les entendre ou qui ne vont pas les entendre. Donc, comme le soulignait tout à l'heure Sylvie-Louise, on voit de plus en plus de témoignages dans les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années et ces témoignages vont prendre différentes formes. Des premières plateformes, on va voir apparaître ces témoignages chez les blogs personnels où on trouve justement des récits d'agression. On peut en trouver aussi sur des sites comme Doctissimo qui a tout un ensemble de forums et qui au Québec, pour tout ce qui est information sur la santé, est un des sites les plus consultés. On peut en trouver dans la communauté Reddit.
où là, ils vont être présentés sous forme d'écrits, mais ils peuvent aussi être présentés sous forme de mimes, ces photos personnalisées qui vont être utilisées pour faire passer un court message. On en trouve également sur YouTube. Alors là, le témoignage peut prendre différents formats avec quelquefois, c'est la victime qui est filmée directement. Dans certains cas, on va voir la victime qui raconte son histoire. On va voir une succession d'images avec soit une voix off, soit un superposé d'écrits. Et quelquefois aussi, on va voir des jeunes femmes qui présentent une suite de pancartes. On en retrouve aussi sur des sites comme Post Secret, où là, on va envoyer un message et l'idée, c'est qu'il va s'afficher, mais pendant un court laps de temps. Donc, c'est l'idée du témoignage éphémère, d'une certaine façon. Les organismes et les équipes qui s'intéressent, qui viennent en aide aux victimes, par exemple l'équipe des femmes de Je suis indestructible, lancée en septembre 2013 sur la plateforme Tumblr, et qui font suite en fait, qui s'inspire du projet américain de Grace Brown Unbreakable, elles aussi vont offrir aux victimes de pouvoir présenter leurs témoignages, alors soit sous forme vidéo, soit en présentant différentes pancartes ou à travers des œuvres créatives, donc toutes sortes de formes de création et de présentation de l'image. On retrouve aussi des témoignages sur différentes pages Facebook de différents organismes, et notamment, par exemple, de groupes de féministes activistes comme Alerta Feminista, le groupe des activistes radicales de l'UQAM, qui vont offrir la possibilité de publier un témoignage de manière publique, nominale ou non, sur leur page Facebook, et ça va se retrouver pour différents organismes. On retrouve aussi des témoignages dans les pages Facebook personnelles des victimes qui vont les faire apparaître soit dans les sections posts de statut ou dans les sections notes. Donc ça, on en retrouve un certain nombre. Et puis arrive l'affaire de Yang Gomishi. Et là, suite à des... Je ne vais pas la reprendre parce elle a été très médiatisée et je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et suite à des allégations d'agression sexuelle, certains s'étonnent que les victimes ne viennent pas témoigner. Alors, Antonia Zerbizias et Sue Montgomery, deux journalistes, vont décider le 30 octobre 2014 de créer le hashtag, le mot-clip « Been raped, never reported ». Et déjà, en 24 heures, il y a 4 millions de messages incluant ce mot-clic qui vont être diffusés. Le 5 novembre 2014, là, à ce moment-là, est créé le mot-clé, une version française, en fait, agression non dénoncée par la Fédération des femmes du Québec, qui s'allie aux fondatrices du blog Je suis indestructible, et dès le 5 novembre, 4000 tweets. Alors, l'objectif, en fait, de la recherche que nous avons décidé de mener et que nous avions commencé avant toute cette affaire et tout ce mouvement autour des mots-clics agression non dénoncée, c'est de documenter la façon dont les femmes utilisent les plateformes des médias sociaux pour témoigner de leur expérience d'agression sexuelle. Mais étant donné l'actualité, ici, dans le cadre de la présentation, je vais focaliser sur l'analyse de contenu qu'on a réalisée sur Twitter avec le mot-clé agression non dénoncée. Mais c'est sûr que la deuxième étape, et sans doute la plus importante du projet, c'est de voir les conséquences de cette démarche pour les femmes et vraiment de comprendre dans quelle mesure ce témoignage qu'elles font en ligne va ou non participer à leur processus de reconstruction par rapport à l'agression. Alors, comment on a procédé? Bon, on a fait une ethnographie en ligne pour essayer de documenter ce mouvement et de documenter tout ce qu'on trouve sur les différentes plateformes du Web 2.0. Et on a fait une analyse de contenu mixte d'un corpus en sélectionnant des tweets qui ont été publiés entre le 5 novembre et le 10 novembre. On a sélectionné des tweets qui étaient émis par des femmes qui témoignaient d'une agression, que ce soit la leur ou celle, par exemple, d'un proche, d'un enfant, d'une amie. Mais principalement, on le voit très clairement, c'est surtout la leur, qui intégrait le mot-clic agression non dénoncée. Et c'est sûr que si on regarde le nombre de tweets qui ont été publiés pendant cette période, il est bien plus important que ce qu'on aura au total dans le corpus, mais c'est parce qu'il y avait des tas d'encouragements de différentes personnes, de personnalités publiques. Les organismes d'aide aux victimes se mettent aussi à publier. Donc, les témoignages en tant que tels ne sont pas...
sont un des éléments qu'on retrouve finalement avec le mot-clic agression non dénoncée. Donc au total, on a 328 publiés par 184 femmes et qui, comme je le disais tout à l'heure, pour la presque totalité, parlent de leur agression. Ensuite, en termes d'analyse de contenu, on s'est intéressé d'une part à regarder le profil de l'auteur du tweet, donc d'essayer de voir mais qui est derrière ce tweet, parce qu'il y a un profil qui est renseigné, mais c'est 160 caractères, alors c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'informations. Regarder un peu toutes les informations qu'on pouvait avoir sur les femmes qui témoignaient en ligne, et on a fait une analyse de contenu du tweet en essayant de voir mais quel est l'objectif du message et qu'est-ce qu'elles disent en fait dans ce tweet-là, qu'est-ce qu'on en sait. Ce qu'il en ressort. Alors, en termes de profil, les femmes, l'âge est très rarement mentionné. Dans le profil en tant que tel, il n'est pratiquement jamais. Dans les tweets, il arrive que l'âge soit mentionné, mais on ne peut pas du tout en tenir compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 66% des femmes qui ont témoigné dans notre corpus, donc, qui ont affiché une photo. Donc, on voit que c'est vraiment une volonté de témoigner de manière publique et nominale. Et si on regarde les photos, mais là, c'est évidemment pas de manière très claire, mais on a l'impression que c'est des femmes qui ont quand même, qui sont pas si jeunes que ça et qui ont souvent plus de 35 ans et plus. Si on regarde les catégories de femmes, on a déjà 44% des femmes qui sont soit des personnalités publiques, des professionnels des médias, des universitaires, des blogueuses, des activistes. Donc on se rend compte qu'on a 44% des femmes qui sont habituées à utiliser le web et souvent habituées à l'utiliser dans une perspective professionnelle. Par contre, on a 56% qui sont d'autres femmes qu'on ne peut pas identifier par les informations qu'elles donnent quand elles écrivent sur Twitter. Mais si on regarde quand toutes ces femmes se sont inscrites sur Twitter, et on peut voir la date d'inscription, on se rend compte que plus de 80% d'entre elles étaient inscrites avant octobre 2013, donc bien avant que se produise cette affaire-là. Donc elles ne se sont pas inscrites pour la faire en tant que telle. Et comme on sait qu'au Québec, on a 12% des Québécois qui utilisent Twitter, on peut imaginer que finalement, c'est peut-être pas toutes les tranches de la population qui ont publié à l'occasion de ce mouvement-là. Si on regarde les caractéristiques du témoignage, pour la plupart des femmes, une grande majorité, elles vont publier un seul tweet. Et une minorité vont faire des liens vers d'autres plateformes qui sont toutes les plateformes que j'ai mentionnées tout à l'heure, soit des blogs personnels, Tumblr, notamment Je suis indestructible, des pages personnelles, où là, elles vont raconter le reste du récit. Parce que, bon, même s'il y en a quelques-unes qui vont utiliser plusieurs tweets pour essayer de raconter leur récit, la plupart ne mettent qu'un seul message et donc n'ont que 140 caractères pour s'exprimer. En termes d'âge de l'agression, donc si on regarde les caractéristiques des agressions qu'elles rapportent, 45% des femmes déclarent une agression qui s'est déroulée pendant l'enfance. Et si on a 60% des femmes qui déclarent une agression, 40% déclarent des agressions multiples et pour certaines, des agressions qui se sont déroulées sur plusieurs années. Donc ça, ce n'est pas des éléments très très nouveaux par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature. Ça reflète assez bien les statistiques qu'on a et ce qu'on peut trouver dans les analyses qui ont été faites par rapport à cette question des agressions au Québec. Même chose pour les agresseurs qui sont mentionnés. Alors déjà, à souligner qu'il y a une seule, sur l'ensemble des tweets qu'on a regardés, il y en a une seule qui dénonçait une personne en particulier, donc qui mentionnait le nom de l'agresseur. Donc on voit bien que ce n'est pas l'objectif de la démarche, de dénoncer une personne en particulier. Et les types d'agresseurs sont ceux qu'on retrouve dans la littérature, donc très peu d'inconnus, surtout des personnes de l'entourage que connaît la victime. Mais le plus intéressant, je pense, au niveau de la recherche, c'est de regarder les objectifs des messages qui sont proposés. Et on a identifié 4 objectifs, soit expliquer la non-dénonciation de l'agression, et là, c'est en réponse, en fait, à la question qui a été posée, pourquoi les femmes ne vont pas dénoncer ? Pour certaines, c'est témoigner de l'expérience de l'agression. Donc là, on ne fait pas du tout référence à l'affaire. On fait juste expliquer pourquoi. Témoigner de dénonciations qui ont été réussies et raconter l'expérience de ce mouvement, l'expérience du témoignage ou l'expérience du mouvement dans sa globalité. Alors les 2 premiers objectifs sont ceux qui dominent.
mais les autres sont présents, mais dans une moindre mesure, et je vais les passer en détail. Les premiers, pourquoi on ne témoigne pas? Là encore, on retrouve tous les motifs qui sont présentés dans la littérature, et je vous en ai cité quelques-uns. Donc c'est la honte, le sentiment de culpabilité, le fait qu'on est trop jeune pour savoir qu'il s'agissait d'une agression. Quand c'est une agression par un membre de la famille ou par l'entourage, la peur de la réaction de la famille, la peur de perdre l'amour des proches, d'être mis au banc de la famille, voire à la porte, la peur que les adultes ne veulent, ou même, c'est pas la peur, mais le constat que les adultes ne voient pas ou ne veulent pas voir, qu'ils minimisent l'agression, voire qu'ils invalident le témoignage. Quand on est dans un rapport d'autorité avec l'agresseur, que ce soit un enseignant, soignant, supérieur hiérarchique, la peur de ne pas être cru, d'être pénalisé, les pressions professionnelles à se taire, que l'affaire soit étouffée par les personnes consultées, la peur de la médiatisation, et ça s'explique d'autant plus qu'on a un échantillon où on voit qu'il y a une proportion de femmes publiques qui est quand même assez important, mais ça peut être aussi la peur de la médiatisation parce que l'agresseur lui-même est une personnalité publique. La crainte d'être vu à jamais et traité comme une victime, l'attitude éprouvée ou anticipée de la police ou des acteurs judiciaires qui ne m'ont pas cru, qui vont souligner l'absence de preuves, le fait d'être jugé coupable, donc tout ce qui renvoie à la procédure et qui était largement souligné. Les difficultés à dénoncer un viol qui est survenu sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de la drogue du viol, et notamment pour ces femmes qui, pour certaines, témoignent d'agressions qui ont eu lieu il y a certaines années où c'était encore moins pris en compte et connu qu'on pouvait utiliser la drogue du viol. Et enfin, la difficulté à dénoncer un être aimé, un partenaire. Et donc là, il va y avoir toute une zone grise que mentionne un certain nombre de participantes à partir de quand c'est une agression, si ça se passe dans le cadre du couple ou si ça se passe avec un ex-partenaire. Donc ça, c'est un des premiers motifs. La deuxième chose, c'est on va utiliser l'espace Twitter pour être entendu et témoigner de l'expérience de l'agression. Donc là, on raconte son histoire. Alors, on a 140 caractères, c'est limité, mais on raconte comment ça s'est passé. Ou alors, on raconte les conséquences de l'agression sur son parcours et on raconte la souffrance. On dit, en fait, la souffrance profonde avec laquelle elles ont continué à vivre, ces cicatrices plus profondes que la peau que laisse finalement l'agression. Elles peuvent aussi témoigner pour encourager la dénonciation. Là, ça va être le cas de femmes qui disent « j'ai témoigné, ça a été difficile, mais ça a pu fonctionner, je ne le regrette pas ». Et c'est beaucoup pour inciter les femmes à le faire. Donc là, dans les agressions qui ont été dénoncées, 32 femmes avaient dénoncé sur notre corpus leur agresseur. Et sur 6 de ces 32 dénonciations, il y avait eu, elles rapportent un jugement et donc une réussite. Donc même si elles incitent à le faire, ça n'a pas toujours été couronné de succès. Enfin, pour celles qui témoignent de la participation au mouvement, il y a en fait une sorte d'ambivalence. D'un côté, les femmes vont dire oui, c'est une expérience qui est libératrice et elles vont insister « merci à vous toutes pour le courage ». Et on sent que ce mouvement de témoignage, ce ne sont pas des dénonciations en tant que telles, a vraiment aidé certaines à témoigner. Le sentiment aussi de ne pas se sentir seule parce qu'on lit les témoignages des autres et donc certaines disent je ne suis pas encore prête à témoigner mais le fait que vous soyez là, ben, je me rapproche, je commence à merci pour votre force. Et on le voit aussi dans les commentaires parce que 32% des femmes qui ont publié vont recevoir des commentaires ou voir leur tweet être retweeté. Et ça, on sait que quand on écrit sur les médias sociaux, ces formes de commentaires ou le fait juste, ça peut être un j'aime, mais sur Twitter, c'est le fait d'être retweeté, c'est vraiment perçu comme une marque de reconnaissance et donc ça aide. Mais pour certaines, elles vont témoigner d'une expérience difficile en soulignant que ça fait revivre le traumatisme et que d'une certaine façon, elles ont besoin de s'éloigner du flot de paroles qui finalement les fait revivre à chaque fois cette expérience et les bouleverse. D'ailleurs, à ce titre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on saisissait les tweets au fur et à mesure qu'ils paraissaient parce qu'on suivait le mouvement en direct, mais pas la nuit. Il faut quelques pauses. Et donc, on s'est rendu compte que par rapport... Lise rigole. Par rapport à ce que...
on peut trouver par la suite, si on essaie de retrouver les témoignages, certains n'y sont plus. Donc, il semblerait que certaines femmes aient supprimé leurs témoignages. Donc, on peut imaginer, mais c'est à vérifier, que finalement, les conséquences de l'après-témoignage ne sont pas toujours si évidentes et que par la suite, on décide de l'enlever. Qu'ici, il n'a pas été retweeté est possible. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde les caractéristiques des agressions, les caractéristiques des agresseurs, les motifs pour lesquels on n'a pas dénoncé, tout ça concorde avec ce qui est rapporté dans la littérature. Et une des difficultés, notamment, qu'expriment les femmes, et c'est cette difficulté à reconnaître l'agression dans le couple ou de la part d'un ex. Vraiment, plusieurs vont témoigner d'une zone grise. Et en fait, c'est la problématique du consentement à la relation sexuelle au sein du couple. Et Marie-Ève Lang aura l'occasion de discuter sur ce sujet. Une autre question, enfin une autre conclusion qu'on peut porter, c'est est-ce que le mouvement a rejoint toutes les femmes et finalement est-ce qu'il a été efficace? Alors, on voit que la majorité des femmes qui étaient sur Twitter étaient des femmes qui étaient déjà sur Twitter. Et on peut se demander comment solliciter des témoignages de toutes les tranches de la population. Alors certes, peut-être que ce ne sont pas toutes les femmes et toutes les tranches de la population qui ont témoigné sur Twitter, mais du fait de la circulation des témoignages d'une plateforme à l'autre, et là ça a été vraiment très marqué. Par exemple, Je suis indestructible a repris plusieurs des témoignages, a annoncé tout à l'heure qu'ils en étaient au 200e témoignage qu'ils reprenaient, qu'ils affichaient sur leur site. Radio-Canada, donc les médias traditionnels aussi, ont repris sur leur site plusieurs des témoignages, donc il y avait une possibilité de revoir les témoignages dans différents endroits, plus toute la médiatisation de l'affaire, parce que c'est un animateur radio vedette. Donc toute cette médiatisation a fait en sorte que les témoignages ont pas mal circulé en dehors de Twitter. Donc même si la plateforme n'est pas accessible pour tous, on peut imaginer qu'elle a été largement vue. Et par ailleurs, les organismes d'aide aux victimes ont saisi l'occasion d'investir aussi la plateforme Twitter, mais les autres plateformes de médias sociaux et les médias traditionnels aussi, pour pouvoir parler des enjeux des agressions sexuelles, pouvoir parler des vrais enjeux, présenter les ressources. Il y avait beaucoup de messages pour dire présenter les ressources d'aide. Et d'ailleurs, les différents centres ont observé une augmentation des demandes d'aide. Donc on voit que ça a eu une efficacité et Nathalie Duhamel va aborder cette question-là aussi. En termes d'efficacité aussi, oui, ça a contribué à mettre cette question-là sur l'agenda politique. Et on voit comme en témoigne finalement l'annonce récente, mais pas tellement publicisée, c'est assez intéressant, de la création d'une commission parlementaire et d'un forum itinérant pour réfléchir sur justement ces enjeux-là, les questions qui entourent les agressions, et essayer d'arriver, on l'espère, à une solution concertée. Enfin, un dernier questionnement que tout cela pose, c'est l'encadrement pour les victimes qui témoignent sur les réseaux sociaux, parce que j'ai échangé avec un certain nombre d'intervenants dans différents organismes d'aide, et ce qu'ils m'expliquaient, c'est que souvent le témoignage, il arrive en bout de ligne d'une démarche. Les femmes sont venues chercher de l'aide ou ont fait une thérapie, et en bout de ligne, elles décident de témoigner, alors soit dans une école, soit elles voudraient pouvoir témoigner dans les médias, mais elles ont déjà fait tout un travail. Alors qu'on le voit sur Twitter pour certaines, et notamment dans les autres plateformes du web social, on voit que là, on a des personnes où on sent que c'est la première démarche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la première démarche se fait sur les médias sociaux? Est-ce qu'il va y avoir par la suite une recherche d'aide? Est-ce que, notamment sur Facebook, il y a un encadrement si on témoigne sur sa page personnelle? Est-ce qu'il peut y avoir un encadrement si jamais on reçoit parce que le témoignage peut être favorable si on reçoit un regard bienveillant et que on est reconnu comme victime, mais si ce n'est pas le cas, est-ce que ça ne peut pas être dommageable pour la personne? Donc, toute cette question de l'encadrement du témoignage est particulièrement problématique, et Maria Nengue va nous en parler quand elle parlera du projet qu'ils ont mis en place autour du témoignage de personnes vivant avec le VIH. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la présentation de Mme Nathalie Duhamel, qui est la coordonnatrice du regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC.
Alors, le regroupement québécois des CALAX existe depuis 1979. Nous avons 27 membres des CALAX autonomes qui sont répartis dans 16 régions au Québec. Les membres du regroupement interviennent en relation d'aide, en prévention auprès des jeunes et du public de leur communauté locale par la voie d'activités de sensibilisation, dont une journée annuelle que nous appelons la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Les CALAX font des interventions publiques dans les médias et sont également préoccupés par l'intersectionnalité des discriminations, c'est-à-dire la conjugaison de discriminations diverses qui viennent accentuer le risque au niveau des agressions sexuelles. Nos membres sont également préoccupés par l'hypersexualisation de l'espace public, la banalisation de la violence sexuelle, la prostitution et la violence sexuelle sur l'Internet. Je voudrais, au départ, peut-être faire le lien avec ce que Christine vient de dire. Les dévoilements ont pris beaucoup de monde par surprise, mais au-delà du dévoilement, il faut qu'il y ait un service qui soit donné à la victime. Et oui, c'est vrai que pour plusieurs personnes qui ont dévoilé sur Twitter et tout ça, c'était la première fois qu'elles le faisaient. Et donc, il y a lieu vraiment de se demander où est le service après coup, puisque c'est un début de démarche. Alors, je voudrais vous dire que les CALAX sont une mesure de prévention en violence sexuelle et qu'on agit également comme alternative au système, à la réponse judiciaire. Parce que dans le fond, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au niveau des dévoilements sur Twitter, c'est en fait la parole de victimes qui n'ont pas fait confiance à ce que le gouvernement et les institutions leur disent de faire, c'est-à-dire porter plainte, autant au niveau d'une institution qu'au niveau de la justice. Alors, elles ont pris la parole, mais ce qui a manqué, dans le fond, ce qui manque, c'est de savoir où aller demander de l'aide pour pouvoir continuer la démarche par la suite. Alors, les CALAX sont bien ancrés dans leur communauté, puis on s'adresse autant aux femmes qu'aux jeunes filles et à leurs familles. On offre des services en individuel, puis on offre également des démarches de groupe. On offre de l'accompagnement dans les démarches qui peuvent impliquer aussi une démarche éventuellement que la femme pourrait choisir d'aller en justice, de vraiment dénoncer et de porter plainte. J'ai envie de vous dire aussi que le regroupement est né en 79, donc on est vraiment né dans la foulée du mouvement des femmes au Québec. Donc, ça fait quand même 35 ans. Et ce que le dévoilement sur Twitter nous a fait prendre conscience, c'est de l'ampleur de la problématique, mais aussi d'un certain écart au niveau de comment les victimes, la difficulté pour les victimes de savoir où s'adresser puis où aller chercher de l'aide. Évidemment, les CALAX ont une approche en intervention féministe, reprise du pouvoir pour les femmes, et évidemment, on interprète la violence sexuelle comme ayant à sa source une répartition inégale du pouvoir entre les hommes et les femmes. Au niveau du traitement médiatique, quand j'ai rencontré Christine pour la première fois, je me suis plaint que les agressions sexuelles, c'était toujours traité comme des faits divers, puis que quand c'était traité, on nous amenait toujours sur le chemin du processus judiciaire. Il n'y avait jamais d'article plus de fond sur la globalité de la problématique. 90% des couvertures portent sur des faits divers, en fait, puis sont souvent axées sur les procédures judiciaires.
les articles portant sur les agressions sexuelles, la définition, les conséquences, les mythes et les préjugés, qui iraient chercher, par exemple, les opinions d'experts, des résultats d'enquête, des reportages de fond, sont vraiment minoritaires. Le hashtag agression non dénoncée, on a vu vraiment un intérêt plus prononcé pour couvrir les agressions sexuelles par à peu près toutes les personnes qui ont un profil journalistique moindrement important ont fait leur papier sur les agressions sexuelles. Mais l'intérêt auquel on fait... le risque auquel on fait face, c'est que l'intérêt retombe. Ça nous amène à dire que les médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, ne sont pas un partenaire idéal pour prévenir les agressions sexuelles. Ils sont peut-être un partenaire idéal pour les dévoilements, notamment Twitter, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ils retiennent trop souvent l'aspect judiciarisant et sensationnaliste des causes. Ils parlent rarement de l'amplitude des agressions sexuelles, c'est-à-dire, par exemple, les causes de harcèlement, l'inceste, la cyberprédation, voire même l'exploitation sexuelle. On souligne rarement que ce sont les jeunes femmes, voire les mineurs, qui sont les plus à risque, et que les femmes de la diversité, c'est-à-dire les femmes immigrantes, réfugiées, handicapées, et même les femmes autochtones, sont davantage à risque que les autres femmes. On surreprésente les cas impliquant les personnes en situation d'autorité. Ça intéresse beaucoup les médias, alors que la plupart des agressions sexuelles sont commises par des conjoints, des pères, des frères, des amis, des collègues. On parle davantage des conséquences pour les agresseurs, mais pas souvent des conséquences pour les victimes, et presque jamais des ressources d'aide. Ce qui nous amène cette année, quand nous allons tenir notre journée d'action, qui est toujours au mois de septembre, on va mettre l'accent sur les conséquences pour les victimes. Parce que maintenant, suite à ce qui s'est passé au mois de novembre, je pense que tout le monde va s'entendre que les agressions sexuelles, c'est une réalité que beaucoup de femmes vivent. Ça a vraiment été largement dévoilé, sauf que ce dont on n'a pas tant parlé de ça, c'est les conséquences. C'est quoi le prix que les femmes payent? Et en analysant, en comprenant mieux le prix que les femmes payent, on va davantage comprendre pourquoi les femmes ne vont pas du côté du système judiciaire ou même des systèmes de plainte en harcèlement des institutions. Les femmes ont des craintes face aux conséquences. Quand elles portent plainte, elles ont des craintes par rapport au prix trop élevé qu'elles auraient à payer par rapport à leur famille, parce que c'est souvent un proche, leurs amis, leur travail. Et les fruits, souvent, des démarches sont très décevants. Les délais sont interminables. Il y a une faible retention des plaintes par les procureurs de la Couronne. Les femmes peuvent être soumises à des contre-interrogatoires et au bout du compte, les sentences sont très souvent décevantes. Christine vous a parlé qu'on s'achemine tranquillement vers une commission parlementaire et des forums sur les agressions sexuelles qui vont nous permettre de parler de ce que nous attendons d'un troisième plan d'action en agression sexuelle. Mais pour le moment, malheureusement, on n'a aucune information sur comment ça va s'organiser, qui va être invité, les forums itinérants vont se produire dans quelle ville, comment tout ça va se déployer. Je ne pourrais pas vous le dire à l'heure où on se parle. Ce qu'on aimerait voir, une des grandes demandes que nous allons faire dans le cadre
de ces forums ou commissions parlementaires, c'est évidemment un retour des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, parce qu'on pense que vraiment la prévention, ça commence jeune. Et on aimerait aussi beaucoup que le gouvernement investisse dans une campagne de sensibilisation grand public sur les agressions sexuelles. On en voit sur les facultés affaiblies au volant, on en voit sur le tabagisme, on en a vu il y a quelques années sur la violence conjugale, mais ça manque au niveau des agressions sexuelles, surtout dans un contexte où il y a une banalisation puis une hypersexualisation de l'espace public. On pense qu'une telle campagne s'impose, puis on pense que ça doit vraiment s'attaquer pour changer les comportements, changer les mentalités, lutter contre les mythes et les préjugés et parler des conséquences de la violence sexuelle envers les femmes. Il faut également responsabiliser les hommes et lutter contre l'exploitation sexuelle. C'est bien dommage, mais un organisme sans but lucratif, un ONG, n'a pas la colonne vertébrale suffisante pour mener à terme des campagnes de sensibilisation grand public. On n'a pas les ressources, ni humaines, ni financières, pour faire ça. C'est vraiment une responsabilité publique d'un gouvernement qui prendrait au sérieux son rôle d'éduquer le public et de prévenir les agressions sexuelles. On pourrait imaginer une campagne qui impliquerait des hommes, des gens qui ont des profils publics que la population pourrait reconnaître et utiliser autant les médias sociaux que la télévision et le matériel imprimé. Je voudrais parler un petit peu de nos enjeux. Oui, le hashtag a été intéressant, mais nous, ce qu'on s'est rendu compte dans notre réseau, parce qu'on est quand même présent dans 16 régions au Québec, c'est que ça n'a pas touché vraiment toutes les femmes et ça s'est pas nécessairement... Nous, on l'a vécu en campagne nationale, en phénomène national, mais ça ne se traduit pas nécessairement dans les régions. Il y a certains médias régionaux qui ont pris jusqu'à 2-3 semaines avant de couvrir ce qui avait déjà été couvert par des médias nationaux. Alors, il y a un écart, là, et peut-être que ça nous demanderait d'ajuster notre façon de travailler. Nos membres ont reçu les communiqués de presse, les ont repris, mais malheureusement, il n'y a pas toujours un intérêt. Et je pense que c'est peut-être les limites aussi du nombre de personnes qui suivent les médias sociaux. Il y en a une partie, peut-être plus jeune qu'âgée, puis peut-être plus urbaine qu'en région. Ça pose tout ça, la question de notre propre déploiement sur Facebook et Twitter. De la part d'un regroupement national de CALAX. Je pense qu'on a à améliorer notre performance Facebook et Twitter, notamment pour mieux rejoindre les jeunes. Ça nous demande aussi d'apprendre à mieux nous positionner comme CALAX, de mieux vendre notre message que nous sommes une alternative au système judiciaire, qu'une femme n'a pas besoin de vouloir porter plainte pour s'adresser à un CALAX, qu'elle peut y recevoir des services autres que la réponse judiciarisante que le gouvernement et les institutions mettent devant elle. On offre un choix, et je pense qu'il faut mieux le dire, et que nous sommes là aussi au-delà du témoignage. Parce que si le témoignage est la première prise de parole, ça prend quelque chose aussi qui va venir soutenir par la suite la femme qui aura pris cette première parole. On a besoin aussi d'apprendre à mieux rejoindre les jeunes qui semblent être attirés par ce recours au témoignage
dans les médias sociaux, mais qui connaissent mal les ressources qui ont été mises sur pied il y a 30-35 ans par le mouvement des femmes au Québec. Alors, il y a un travail à faire pour mieux les rejoindre et à prendre davantage la mesure que ce qu'on a vu au mois de novembre, dans le fond, c'est vraiment l'expression d'un manque de confiance envers la réponse qui est offerte aux femmes qui vivent une agression sexuelle. Elle est trop judiciarisante, elle demande trop à une femme victime d'identifier son agresseur pour être prise au sérieux, et elle ne prend pas suffisamment en compte le prix à payer pour une femme de s'avancer et de se déclarer, dans le fond, victime d'une agression et de vivre avec toutes les conséquences qui viennent avec. Alors, ben voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre prochaine panéliste, Marianne Lanier-Manissa, qui est professeure à l'École de travail social à Lyon. Bonjour, bonjour. Merci d'être là en grand nombre et merci à mes collègues d'avoir mis la table sur ce sujet. Je vais nous emmener dans un monde ou un univers un peu parallèle. Ce sera à nous, à vous, à moi de faire les liens. Je mène avec plusieurs partenaires depuis quelques années un projet qui maintenant s'appelle Culture du témoignage. Et on s'intéresse justement à l'utilisation du récit personnel et intime comme instrument de changement social. Alors, c'est peut-être dans cette logique-là que j'ai été invitée aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est d'abord quelques définitions qu'on utilise pour parler du témoignage, de la culture du témoignage. Ensuite, quelques données de recherche concernant l'expérience du témoignage de personnes vivant avec le VIH. Donc là, on est dans une logique différente de celle de la victimisation suite à une agression sexuelle. Et je vais terminer en esquissant certains des éléments de l'accompagnement social de cette expérience de témoignage auprès de personnes vivant avec le VIH. Alors, en termes de définition, je pense que c'est important de situer le cadre peut-être un peu plus théorique qu'on a choisi de mettre en œuvre dans notre projet. On considère le témoignage comme un récit à la première personne, certes, à propos d'une partie intime de sa vie, de parler au « je », mais souvent en référence à un collectif, à une communauté, à une expérience commune, à une expérience partagée, d'une communauté vivante ou disparue. Ça, c'est un élément important dans notre projet, et qui revêt une dimension plus ou moins fabriquée ou construite. Donc, que ce soit un témoignage face à face en direct, qui soit mise dans l'engrenage d'un média traditionnel ou socio-numérique, reste que l'histoire que je raconte comprend plusieurs éléments de construction et de préfabrication. On parle, nous, dans le groupe, de culture du témoignage. C'est un concept qui vient surtout des études culturelles, et je pourrais citer Sarah Ahmed, entre autres. Mais ça veut dire qu'on comprend le témoignage comme étant une dynamique entre plusieurs acteurs sociaux. Donc, les acteurs qui sont impliqués dans la production du récit, la personne témoin, le « je » qui parle, mais aussi les accompagnateurs sociaux ou les coproducteurs, qui peuvent être des intervenantes sociales, qui peuvent être des médias, qui peuvent être des chercheurs, donc tous ceux qui participent à la construction ou même à la diffusion de l'histoire. Il ne faut pas oublier l'acteur important du public, hein? Donc toute la question de la réception, ceux qui consomment ces histoires personnelles. Et finalement, un autre acteur qui est important, c'est celui du contexte. Le contexte sociétal, certes, mais aussi le contexte technique ou médiatique. En regard de la situation des personnes vivant avec le VIH, on est dans un contexte où il y a criminalisation de la non-divulgation,
et l'utilisation de plus en plus impressionnante des technologies numériques. Je tiens aussi à souligner que notre projet s'intéresse à développer une réflexion sur la culture du témoignage de communautés sexuelles très spécifiques. Parce que, au-delà du récit sur l'agression sexuelle, qui émerge effectivement beaucoup en lien avec le début de l'intervention féministe dans les années 1960-1970, mais avant cela aussi, est apparue au cours des années 80 une prolifération de récits personnels, notamment sur son orientation sexuelle, sur son expression de genre, sur le vécu avec le VIH, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, sur l'expérience du travail du sexe, sur les relations polyamoureuses, et j'en passe. On est donc parti de l'idée que le témoignage, dans sa dimension culturelle, revêt l'allure d'une stratégie d'intervention sociale et culturelle qui vise à briser le silence, l'invisibilité, et qui mobilise des savoirs, entre autres les savoirs qu'on pourrait dire sauvages de l'expérience personnelle, mais aussi de la diversité des personnes. Un témoignage, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? En tout cas, il est unique et il y en aura plusieurs à partir d'une même expérience ou d'une même rencontre. Il peut y avoir plusieurs histoires. Une des choses qui est particulière, c'est que les communautés avec lesquelles on travaille, contrairement au message qu'on a entendu tout à l'heure vis-à-vis le témoignage de personnes ayant vécu une agression sexuelle, on est au contraire dans une visée voulant sortir de la victimisation et plutôt d'être reconnu comme fier, comme contribuant à la société. Alors, au cours des 10 dernières années, on a tenté de comprendre ce phénomène de la culture du témoignage auprès de groupes qui œuvrent avec les personnes vivant avec le VIH. Ça a pris plusieurs formes. Je vais vite là, parce que c'est vraiment du détail logistique. Mais disons qu'on est parti d'une part à analyser comment les médias traditionnels, la presse écrite, parlent du VIH et des personnes vivant avec la maladie. De là, c'est dégager l'importance de cibler les histoires, comment elles sont réappropriées, montées, coupées, censurées par l'engrenage médiatique, pour interviewer des personnes qui ont eu cette expérience de livrer un témoignage dans différentes formes de médias. Et à partir de ces résultats-là, on a développé une tournée québécoise dans différentes régions pour parler avec les intervenants sur leurs pratiques d'accompagnement social auprès de ces personnes qui donnent un témoignage. Je vais vous donner donc quelques éléments qui pourraient être pertinents là, pour la suite de la discussion. On pense ici à 20 personnes vivant avec le VIH qui ont en moyenne 42 ans et qui vivent avec le VIH depuis plus de 10 ans. Ces personnes ont une expérience formidable du témoignage, c'est-à-dire qui traversent plusieurs médias. On pense à l'imprimé, à l'audiovisuel, à l'art vivant, à l'Internet, et aussi à travers des projets artistiques et communautaires comme la veille électronique. Elles ont une longue expérience des médias journalistiques et beaucoup de critiques à cet égard-là. Et elles utilisent aussi d'autres lieux publics pour témoigner. Donc, je pense que c'est important de situer le témoignage dans les médias sociaux ou socio-numériques à l'intérieur d'un ensemble de lieux publics où les histoires personnelles circulent. Je vais donc partager avec vous certains éléments de ces entrevues, entre autres l'idée de pourquoi témoigner publiquement. Un pont que je ferai avec les données présentées par Christine tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les personnes vivant avec le VIH qui utilisent le témoignage le font généralement dans un moment, on pourrait dire, charnière de leur cheminement, où il y a une bonne acceptation de la maladie, où il y a un soutien interpersonnel, voire même professionnel qui les entoure. Reste qu'il y a quand même des personnes qu'on a rencontrées qui n'avaient jamais dévoilé leur statut séropositif, mais par contre utilisaient le témoignage public.
Donc, pourquoi témoigner publiquement? Il y a effectivement bon nombre de raisons. Se libérer, lancer un message plutôt collectif sur la prévention. Ça peut être aussi une stratégie de coming out, particulièrement pour les hommes. On s'est posé la question aussi avec ces personnes témoins, à savoir, est-ce que c'était vraiment leur décision de témoigner? Et on pourra, à la lumière de certains de ces extraits d'entrevue, ce sont tous des pseudonymes, soit dit en passant, on pourra dégager que c'est souvent un moment où la personne sentait qu'elle n'avait pas le choix de témoigner, même si, en quelque sorte, il y a eu une décision de le faire. Donc, on pourrait faire le parallèle avec le tweet, le moment où tu appuies le bouton pour l'envoyer. Ça va? Oui. On a aussi posé des questions, à savoir cette expérience du témoignage public dans plusieurs médias. À quel moment elle se situe en lien avec différents éléments de la vie de la personne, notamment face au diagnostic. Et c'est peut-être en regard de la question du diagnostic qu'on voit que le témoignage occupe une place importante à un niveau assez avancé du cheminement. Et par rapport au dévoilement, c'est ce que je soulevais tout à l'heure, l'idée d'utiliser le témoignage public pour pouvoir parler de son expérience et de sa maladie, sans toutefois nécessairement en avoir parlé à ses proches. J'ai ici 3 diapos avec des grands tableaux avec beaucoup de mots. Je les présente parce qu'ils résument un inventaire exhaustif de ce que les personnes rencontrées ont identifié comme étant des risques et des avantages, donc des aspects négatifs et des aspects positifs, de livrer un témoignage public, dans un média, mais aussi dans d'autres contextes. On peut constater qu'au plan personnel, ça va de risques physiques, à être stressé, avoir la bouche sèche, à l'idée de pouvoir s'exprimer, de dire la vérité sur soi. Au plan interpersonnel, je pense que je vais relever certaines des choses que Christine a soulevées déjà. Se faire reconnaître, juger, rejeter, qu'il y ait un bris de confidentialité sont des risques importants. Au niveau des avantages, renseigner les autres, changer les mentalités, avoir la reconnaissance de ses proches. Au plan collectif, la question de l'anonymat est centrale. Donc, c'est intéressant de voir que dans plusieurs cas d'agression dénoncée, les personnes ont utilisé un vrai nom avec un vrai compte Twitter. Donc, on pourra voir si, au plan collectif, il y a des recoupements à faire. Donc, perte d'anonymat, augmenter la sérophobie, qui est cette peur irrationnelle du VIH chez des personnes qui vivent avec l'infection. Mais au plan, on pourrait dire, des avantages, la liste est beaucoup plus longue et on comprend que les avantages collectifs touche à la fois la société comme horizon, comme abstraction, mais aussi la communauté elle-même des personnes vivant avec le VIH. Donc, plusieurs personnes en entrevue ont parlé du fait que si leurs histoires peuvent rejoindre d'autres personnes vivant avec le VIH, c'est aussi à elles qu'elles s'adressent. Donc, au niveau des retombées, j'y vais rondement. Je veux vous amener maintenant pour la conclusion de ces éléments de recherche avec des personnes vivant avec le VIH, à notre manière d'essayer de voir qu'est-ce qui se fait comme encadrement entourant l'expérience du témoignage de personnes vivant avec le VIH. On a donc produit un outil qui est en ligne. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, pour essayer.
qui donc est accessible en allant sur le site culturedutémoignage.ca, un document qui s'appelle Porte-voix, que j'ai aussi des copies, le papier, si vous voulez consulter. Donc, l'idée, c'est d'identifier, entre autres, des pratiques qui peuvent être mises en place avant le témoignage, pendant le témoignage et après le témoignage. Donc, si j'énumère un peu avec vous, je pense que les stratégies et les ressources qui sont disponibles dans les CALAX sont certainement très aidantes avant, pendant et après, dans un contexte de témoignage, dans un média peut-être traditionnel ou un témoignage public. Mais pour les médias sociaux, tu l'as bien soulevé, Nathalie, à voir s'il y aurait des choses à identifier. Donc, rapidement, ce sont des outils et des réflexions qui peuvent être mises en place, surtout par les personnes qui accompagnent la personne témoignante. Donc, l'idée, c'est de maintenir un lien à travers toutes ces étapes-là. Et une des choses qu'on s'est rencontrées en parcourant les différents organismes membres de la COC-SIDA, la Coalition des organismes communautaires de lutte contre le sida, c'est que plusieurs organismes avaient mis en place des outils, des stratégies, des manières d'encadrer, de soutenir les personnes vivant avec le VIH avant le témoignage, pendant un peu, mais après, souvent, c'est là où la question pouvait peut-être être plus épineuse. Nous avons donc réuni dans le document Porte-voix une série de ressources qui proviennent des groupes communautaires et aussi de milieux de recherche qui visent à favoriser cet accompagnement social-là, que ce soit une politique d'encadrement. Donc, il y a des organismes qui ont développé une pratique assez contraignante, à savoir que toutes les demandes de témoignage doivent passer à travers un certain filtre et doivent ou non être rémunérées. Il y a toutes ces questions-là qui sont également suscitées. On a aussi des outils pour aider à la préparation d'une personne témoin. Donc, de faire cet inventaire des risques et des avantages de livrer son histoire personnelle publiquement dans une plateforme médiatique ou en face-à-face. Donc, ça, c'est des ressources qui nous viennent aussi d'un groupe communautaire de France. Je terminerai en disant que le porte-voix, j'ai de la difficulté avec ma technologie, comprend aussi des études de cas. Et dans ce sens-là, ce serait peut-être intéressant à identifier comme peut-être une autre source d'accompagnement social aux victimes d'agressions sexuelles qui partagent leurs histoires dans les médias sociaux. C'est l'idée d'avoir mis en place des histoires qui sont, dans notre cas, basées sur des faits vécus et de susciter une réflexion au sein des équipes d'intervenantes, ici, dans notre cas, d'intervenants dans le milieu communautaire de lutte contre le VIH, de susciter des réflexions sur les dilemmes éthiques que ça soulève. Entre autres, je peux prendre ici l'histoire de Paul. L'idée, c'est que la mise en situation explique qu'une personne dans un organisme veut vraiment livrer son histoire car il pense que cela va aider la mission de l'organisme. On pourrait imaginer une personne victime d'agression sexuelle qui s'investit d'une certaine mission très collective, voire même avec
peut-être une abnégation, là, de dire je vais raconter mon histoire pour aider ce groupe, sans nécessairement avoir fait l'inventaire des avantages et des risques de cette situation de témoignage public. Ce que la mise en situation nous amène à voir, c'est d'identifier qui gagne et qui perd dans cette situation-là et jusqu'où la question de l'autonomie, de l'autodétermination des personnes, à quel prix on peut effectivement laisser un témoignage être rendu public. Donc, je crois que ça donne certaines matières à réflexion pour les intervenants, les intervenantes qui souhaitent accompagner socialement les personnes qui désirent livrer un témoignage public. Cela dit, il y a donc dans ces différentes ressources des liens à faire avec ce qui pourrait être proposé en lien avec l'agression sexuelle. Ce que je trouve assez formidable, c'est que à ce jour, ça semble être quelque chose de nouveau, l'accompagnement en lien avec l'agression sexuelle dans un média social, alors qu'il existe des ressources pour un accompagnement social en lien avec un témoignage public dans d'autres contextes. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui est plus ou moins adapté ou adaptable. Alors, ça termine ma courte présentation sur l'univers, j'ai envie de dire, parallèle aujourd'hui, mais pour moi, il y a énormément de liens. Un de ces liens-là, je crois qu'il faut le souligner. Nathalie Duhamel parlait de l'intersectionnalité, ou du moins de l'enchevêtrement des différents systèmes d'oppression qui font en sorte que certaines personnes sont non seulement plus à risque d'être victimisées, mais sont aussi plus à risque de ne pas être crues, de ne pas être entendues. Hein? Donc, cette alternative à la judiciarisation est intéressante pour les personnes qui sont au cœur de ces intersections-là. Le travail que nous, on fait avec des communautés sexuelles, c'est clairement de voir à partir de maintenant et de la discussion qu'on a aujourd'hui, que sont ces contenus sur les agressions sexuelles dénoncées. En fait, dans chaque corpus de témoignages qu'on a repéré, que ce soit avec des personnes vivant avec le VIH, que ce soit des minorités sexuelles et de genre, que ce soit avec les personnes qui ont une expérience de travail du sexe, il y a dans ces témoignages-là des histoires d'agression sexuelle. Et je trouve que peut-être là, il y aurait un pont à établir ensemble. Merci. Alors, on va passer à notre dernière panéliste, mais non la moindre. Alors, je vous présente ma collègue Marie-Ève Blanc, qui est postdoctorante à Comme Santé ici à l'UQAM. Alors moi, aujourd'hui, je suis venue vous parler du concept d'agentivité sexuelle. C'est un concept qui est très complexe, mais très, très intéressant, sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mon doctorat en communication, et particulièrement sur la question des liens qui se tissent entre le concept d'agentivité sexuelle et le concept de consentement. Donc, c'est sur ça dont je vais parler aujourd'hui, en vous parlant aussi des résultats que j'ai obtenus dans ma recherche doctorale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agentivité? Avant même de parler d'agentivité sexuelle, il faudrait peut-être savoir ce que ça veut dire agentivité. Dans agentivité, il y a le mot agent, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'agir, qui est un acteur dans sa vie, donc qui est capable de faire des choix, et ce, malgré les contraintes sociales dans lesquelles il se situe. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est en dehors de la société. On est tous dans une société, donc il y a des structures sociales qui sont parsemées, par exemple, de rapports de pouvoir, de sexe, etc. Donc, comment on deal, entre guillemets, avec ces contraintes-là, comment on fait des choix à l'intérieur de ces contraintes-là, c'est à peu près ça, l'agentivité. Et lorsqu'on parle d'agentivité sexuelle, c'est qu'on prend ce concept
concept-là et qu'on l'applique à la sexualité. Et à quoi ça ressemble à ce moment-là? Ça ressemble à une volonté de s'investir dans sa sexualité, une capacité de prendre en charge son corps et sa sexualité. Et là-dedans, il y a des notions d'action, c'est-à-dire on ne peut pas être un acteur sans agir. Donc, il y a des notions d'initiative, de conscience du désir, de sentiment de confiance et de liberté dans sa sexualité, mais aussi de contrôle et de reconnaissance de ses limites. Vous allez voir que ça, c'est une définition qui est un peu normative, mais on n'a quasiment pas le choix d'aller un peu dans la normativité pour comprendre le concept, pour ensuite voir à quel degré il peut être normatif. Donc, dans ma recherche doctorale, ce que je me suis posé comme question, d'abord, c'était que cherchent les jeunes femmes sur Internet? La question qui englobait ce questionnement plus précis-là, c'était comment les jeunes femmes qui sont des usagères d'Internet, comment elles agissent dans le contexte plus global de leur sexualité. C'est-à-dire comment, précisément, elles exercent du pouvoir dans leur relation de couple ou dans leur relation sexuelle hors couple. Et le but de tout ça, c'est de contribuer à la discussion sur la sexualité adolescente et des jeunes femmes, parce que les participantes de ma recherche avaient de 17 à 21 ans. Donc, il y en avait certaines qui étaient adolescentes, mais à la fin de l'adolescence, et des jeunes femmes. Et documenter les façons dont ces jeunes femmes-là expriment leur agentivité et négocient le consentement sexuel, et donc exercent du pouvoir dans le couple. Et ça, je trouvais que c'était important, surtout dans un contexte d'hypersexualisation où les jeunes femmes dans les médias sont souvent vues comme des victimes. Et donc là, on pouvait enfin leur donner une voix et donc une légitimité de parole par le biais de cette recherche-là. Mais c'est sûr que c'était pas le seul moyen, là, mais c'en était un. Mais pour comprendre l'agentivité, je pense que c'est important de se situer dans le contexte des liens qui se tissent entre agentivité sexuelle, normes sociales, médias et aussi consentement. Consentement, on va y aller un peu plus tard. C'est qu'on peut se poser la question, est-ce que les filles peuvent véritablement faire des choix dans un contexte où l'hétéronormativité, par exemple, ou le patriarcat, la marchandisation de la sexualité limite en quelque sorte les choix possibles? On peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive si une fille se plie à des pratiques qu'on juge, nous, submissives et qu'on estime, c'est son choix, et que là, on commence à rentrer dans une logique circulaire, c'est son choix, donc je ne peux pas juger, donc je ne peux pas critiquer, donc je ne peux pas vraiment en parler. Donc ça, c'est pas très productif. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment les critiquer, même si ces choix-là ne concordent pas avec les attentes féministes? Et si on veut que leurs actions concordent avec une attente féministe, est-ce qu'on n'est pas en train de leur imposer une nouvelle norme qui est celle de la norme féministe? Donc ça, c'est plein de questions que j'ai dû me poser durant ma thèse et ça avait l'air d'une impasse, mais ça n'en est pas un. Il y a plusieurs façons de remédier, de trouver des réponses, des éléments de réponse à ces questions-là. D'abord, par exemple, en restituant le concept d'agentivité dans son contexte théorique. C'est-à-dire que Anthony Giddens, par exemple, c'est un sociologue qui a beaucoup parlé d'agentivité et lui, il disait il parlait de dualité du structurel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper, comme je le disais tantôt, aux structures. Donc, la question, si je recule, la question, est-ce qu'on peut véritablement faire des choix si on a l'impression que ces choix-là sont décidés à l'avance pour nous? Bien, la question, c'est oui, c'est justement comment faire des choix au quotidien, malgré le fait que la société nous impose à un certain degré un certain nombre de choix disponibles. Aussi, une façon de sortir de l'impasse, c'est d'accorder une crédibilité de parole aux participants, parce que on peut dire, mais là, elle se rend pas compte que, donc, elle est sous une fausse conscience, dans le fond, qu'elle fait ça, puis que ça n'a pas d'allure. Donc, moi, je dis non. Je pense qu'il faut plutôt suspendre son jugement, puis essayer de voir comment elles, avec leurs émotions, avec leurs expériences, elles arrivent à comprendre leurs propres expériences, leurs propres vécus, et donc, situer par et pour elles-mêmes les conditions de leurs expériences. Et avec ma recherche, j'ai bien vu que c'était très, très possible. C'est-à-dire qu'une fille qui ne fait pas nécessairement preuve d'agentivité sexuelle dans sa vie sexuelle est capable de le dire et d'expliquer peut-être pas nécessairement pourquoi, mais comment ça se passe dans sa vie sexuelle et à quel point elle n'est pas en accord avec ses propres actions. Aussi, je pense qu'on peut critiquer le contexte social qui mène au comportement, donc on peut critiquer l'aspect macro-social de tout ça, mais je pense pas qu'on devrait critiquer le comportement des filles comme tel, parce que là, on rentre dans un jugement.
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le concept d'agentivité sexuelle parce que dans certaines recherches, on distinguait à l'avance un comportement qu'on jugeait sain et un comportement qu'on jugeait malsain. Et là, par exemple, je prends par exemple la fellation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que cette fille-là le fait parce qu'elle est soumise au pouvoir de l'homme ou est-ce que c'est son choix puis elle veut s'amuser dans sa sexualité? Et la solution que moi j'y apporte, c'est qu'on ne devrait pas juger le comportement en tant que tel et distinguer un bon comportement d'un mauvais, mais plutôt aller voir les justifications derrière le comportement, comment la participante ou la fille s'explique ce comportement-là, donc la laisser parler par et pour elle-même. Et on voit alors qu'on a déjà la solution, on n'a pas besoin de juger un comportement à l'avance. Donc ce que j'ai fait pour apprendre sur les façons dont les femmes agissent dans leur sexualité, c'est que, d'abord, je vous l'ai dit, il y avait 2 volets. Il y avait le volet, les usages qu'elles font d'Internet pour trouver des réponses à leurs questions. Et ça, c'était surtout par le moyen d'un blog que j'ai voulu privé parce que je voulais encourager la confidence. Ça ressemblait à ça. J'ai eu 30 participantes qui ont rédigé chacun, pas chacun, mais chacun un blog. Donc, j'ai eu 30 blogs. Et parmi ces 30 participantes-là, il y a 25 qui ont accepté de se rendre à l'entrevue, qui suivaient après, parce que vu que c'était une nouvelle méthode qui n'avait pas été essayée à ma connaissance auparavant, donc j'ai voulu éviter que ça fasse un flop total et donc je les ai rencontrées chacune après pour une entrevue qui durait à peu près 45 minutes, mais qui pouvait aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart. Donc le site était protégé par mot de passe pour éviter qu'elles se sentent gênées de dire certaines choses et ça encourage d'une certaine façon la confidence parce que ça ressemble à un journal intime sauf qu'il est rédigé un peu à la manière d'un blog. Et comme elles avaient 3 mois pour rédiger ce blog-là, et même plus si elles le souhaitaient, donc elles avaient le temps de faire du sens de ce qu'elles avaient vécu, donc ça augmentait la réflexivité chez elles. Et en plus, bonus pour moi, ça brisait la glace pour les entrevues qui suivaient, parce que là, elles avaient déjà l'impression de me connaître, même si elles ne m'avaient jamais trop vue, sauf au recrutement. Donc, elles savaient que j'avais lu leur billet, et donc elles savaient de quoi on allait parler, etc., même si elles ne savaient pas nécessairement que durant l'entrevue, on allait plus parler de relations de pouvoir, alors que dans le blog, je leur demandais « Parle-moi de sexualité, parle-moi des liens que tu fais entre sexualité et Internet, et surtout, qu'est-ce que tu cherches sur Internet, que trouves-tu, comment tu juges les contenus, etc., comment tu te sens quand tu cherches. » Donc ça, c'était la question des usages. Et alors, à la suite de ça, en entrevue, c'était la question plus de l'agentivité. Là, c'était des questions comme quand tu te fais l'amour avec ton premier copain, comment ça se passait, ton deuxième, ton troisième. Puis là, je faisais avec elle, par exemple, l'expérience, le jeu de la balance, c'est-à-dire comment tu estimes que tu avais de pouvoir, toi, par rapport à lui, ça ressemblait à quoi, puis comment tu aurais aimé avoir de pouvoir par rapport à lui. Puis ça pouvait changer, ça pouvait être j'aurais aimé que ce soit un peu moins moi parce que je suis à l'aise avec le fait qu'il décide, ou ça pouvait être l'inverse, je trouvais que j'avais pas assez de pouvoir et lui décidait tout. Donc, elles avaient alors l'occasion d'expliquer un peu comment ça se passait, le consentement puis la négociation des pouvoirs dans leur couple. Les résultats, qu'est-ce que ça donne? Je me concentre aujourd'hui sur les résultats qui ont rapport à l'agentivité et surtout qui ont rapport au consentement. D'abord, ça n'a pas lien encore avec le consentement, mais on a pu observer que les jeunes filles aimaient la sexualité, trouvaient que c'était quelque chose d'important dans leur vie et elles voulaient que la sexualité soit vécue, et c'est leur mot, d'une façon saine, égalitaire et plaisante. Et malgré tout ça, malgré leur désir d'avoir une relation, des relations plutôt égalitaires, c'était pas toujours, elles y arrivaient pas toujours. Quand c'était dans un couple où l'autre partenaire, que ce soit un gars ou une fille, était à l'écoute, c'était vraiment une belle relation, mettons, une belle relation d'écoute, de compréhension, quelqu'un qui est avec l'autre pour l'autre, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que souvent les filles dans ces relations-là se disaient « Ah, ben moi, quand je veux faire l'amour, je dis à mon chum, il n'y a pas de problème, puis si je veux pas, il n'y a pas de problème non plus, tout va bien. » Sauf que le petit détail qui manquait souvent dans le récit de leurs expériences, c'était à propos de l'initiation de la sexualité. C'est-à-dire que même si, parmi celles qui avaient une relation très égalitaire,
elles initiaient beaucoup moins la sexualité que leur chum parce qu'elles avaient l'impression que c'était du domaine du gars d'initier la sexualité, alors qu'elles, leur devoir, c'était de consentir ou non aux relations sexuelles. Alors, ça donnait quelque chose comme ça. Je peux demander, par exemple, à Maëlie, quand tu avais envie de faire l'amour, le disais-tu à ton chum? Puis elle disait non. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne le lui disais pas? Puis là, elle disait, ben peut-être oui, j'étais moins ouverte à en parler avec lui justement à cause de la gêne. Et là, maintenant, Maëlie répond, ben on est comme sur la même longueur d'onde là-dessus, alors, haussement d'épaule, ça arrive quand ça arrive. Alors, même si maintenant c'est mieux qu'avant, il reste que ça arrive quand ça arrive, ça veut dire que c'est pas elle qui contrôle vraiment quand ça arrive. Donc, c'est pas elle qui initie les relations. Donc ça, c'était un petit point à travailler, mettons, dans le récit de mes participants. Mais un point positif, c'était que le discours qu'on leur a appris à l'école, parce que quand elles étaient jeunes, il y avait encore des cours de formation personnelle et sociale, donc des cours d'éducation sexuelle à l'école. Et on leur disait souvent non, c'est non, quand c'est non, ça finit là. Et ça a été vraiment bien intégré chez la majorité des participants. Donc, il y en a 3 ici qui disent, par exemple, Alexandra dit, si ça me tente pas, ça me tente pas, c'est correct pour lui aussi, il peut rien me forcer à faire et je peux pas le forcer non plus. Maud qui dit, mettons que mon chum me demandait de faire une position et que je voudrais pas, c'est sûr que je lui ferais savoir et que ce serait non négociable. Et Gabrielle dit, si je te dis non, ça va être non et c'est mieux d'être non parce que sinon ça va brasser. Donc ça, c'était assez clair. Sauf que ce pouvoir-là, égalitaire, était un peu plus difficile à atteindre pour certaines, surtout quand elles n'avaient pas justement un partenaire aussi compréhensif, comme on en a parlé au début. C'est-à-dire que pour les 3 participantes que je viens de vous citer, c'était un peu plus facile. Disons, le contexte était un peu plus facile pour justement dire non. Alors que si elles étaient avec un partenaire qui était un peu plus macho, manipulateur ou insistant, alors là, ça se gâtait un peu. Et surtout si elles mettaient ce partenaire-là sur un piédestal, c'est-à-dire si elles désiraient lui plaire. Et là, je vous cite Alicia, j'ai une longue citation d'Alicia parce que c'est vraiment sur cette citation-là que je vais travailler pour la suite des choses. J'ai 3 slides, là, ça sera pas si long que ça, vous allez voir. Donc, Alicia, vous allez voir comment ça se passe pour elle. Elle a dit, ce gars-là, je veux pas qu'il vienne chez nous, mais il réussit à m'amadouer et rendu là, il veut pas s'en aller. Finalement, il me dit qu'il veut dormir chez moi, mais qu'il veut pas qu'il se passe rien. Donc, je lui dis OK, mais on sait très bien que c'est faux. Toutes les filles sont tellement naïves, moi la première, de dire « Ah ben, tu peux dormir chez moi ». Mais c'est sûr qu'un gars dans un lit avec une fille qui l'attire, il ne dormira pas de son côté. Un gars comme lui, particulièrement, je veux dire, vraiment égocentrique et vraiment masculin à fond. Et là, un peu plus tard, elle dit « C'est sûr qu'il m'attirait ». Donc, Alicia désirait quand même ce gars-là, mais elle disait « C'est sûr que tu veux... » que quand tu ne veux vraiment pas quelque chose, une personne va vraiment s'affirmer. Mais moi, je suis un peu naïve et je manque de colonne vertébrale. Je ne mets pas mes culottes et je lui dis pas « Ok, je veux vraiment que tu t'en ailles là ». Donc, je n'ai pas fait ça et je suis un peu influençable. Mais de son côté, il est vraiment manipulateur aussi, donc c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est comme si je lui disais « Ça ne me tente pas vraiment que tu dormes chez moi, mais on dirait que je ne sais pas comment le mettre dehors, alors dors chez moi. Ça me tente aussi de faire l'amour, mais je ne pensais pas le faire, donc ça vient me surprendre. » Et enfin, je lui ai demandé, quand tu dis que ça te surprend, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de difficulté à faire comprendre ton consentement ou ton absence de consentement? Et elle va répondre, oui, parce que tu n'as comme pas de raison dans le fond. Il est là, il est dans ton lit et ça fait plusieurs semaines que tu es toute seule et ton physique, ça te tente, mais on dirait que tu n'as pas pensé à ça avant. Alors moi, je manquais juste d'arguments. Je pouvais juste pas dire, ben ça me tente pas. Et il m'aurait probablement dit, ben pourquoi je dors ici d'abord? Pourquoi tu me laisses rentrer chez vous si ça te tente pas? Donc, c'est un peu le type de situation complexe dans lequel elle est prise, puis elle essaie de faire du sens de ça. Et moi aussi, je voulais faire du sens de ça. Donc, j'ai essayé de démystifier un peu le concept de consentement, puis je suis allée voir qu'est-ce que les autres auteurs disent à propos du consentement. Ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que le critère habituel pour distinguer ce qui est un viol de ce qui n'est pas un viol, c'est le critère de wantedness, c'est-à-dire « when you didn't want to ». Mais par contre, ce n'est pas nécessairement toutes les relations sexuelles non voulues qui sont coercitives. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un couple dont les 2 partenaires sont fatigués, mais dont l'un des partenaires doit partir le lendemain à l'étranger pour le travail. Et donc, la femme, ben, elle ne voudrait pas nécessairement avoir des relations sexuelles là, mais elle sait que, bon, il s'en va, puis ça va être la dernière occasion avant qu'ils reviennent dans un mois, je ne sais pas trop quoi. Donc, elle ne veut pas des relations, mais elle consent aux relations. Donc, est-ce que c'est un viol?
Donc, on voit ici que le critère « when you didn't want to » il est inadéquat parce qu'il est insuffisant d'une part, mais aussi parce qu'il est dichotomisant, c'est-à-dire oui, non, ça finit là, et aussi qu'il est unidimensionnel. Alors, il y a deux auteurs qui sont Peterson et Mullenhard, en 2007, qui ont démystifié un peu les implications des différentes définition du consentement. Et ce que ça montre, le tableau que j'ai mis là, c'est dans le fond 3 modèles de définition de consentement. En haut, on a le modèle dominant qu'on a d'habitude, qui fait équivaloir la notion de vouloir des relations, c'est-à-dire les désirer, et la notion de consentir aux relations, c'est-à-dire être d'accord ou pas à faire l'amour ou à faire tout autre acte sexuel. Donc, ce qui arrive avec le fait d'équivaloir vouloir et consentir, c'est que ça rend 2 situations complètement impossibles. C'est-à-dire que des rapports voulus et non consensuels sont impossibles, ça n'existe pas, et des rapports consensuels mais non voulus, c'est aussi impossible. Ça, c'est le problème principal du modèle dominant 1, mettons. Mais il y a aussi un autre modèle dominant qui dit que le viol, qu'est-ce que c'est le viol? Ce serait des rapports non voulus et non consentis. Donc, ça prendrait les deux pour que ce soit le viol. Mais il y a un problème parce qu'un rapport, à ce moment-là, des rapports voulus et consensuels, c'est pas un viol, mais des rapports voulus et non consensuels, c'est aussi pas un viol, alors qu'ils sont non consentis. Ça veut dire que ça, les implications de ça, je reprends ma phrase. Les implications de ça, ça pourrait s'illustrer, par exemple, dans une situation où la fille avait des symptômes physiques, mettons de l'excitation sexuelle, mais elle ne consentait pas aux relations. Par exemple, j'ai un examen le lendemain, ça me tente, mais je te dis non. Alors là, elle veut physiquement la relation, mais elle ne consentit pas. Et si, par exemple, son copain ou n'importe qui se force sur elle, ben là, ça serait, à mon avis, un viol, alors qu'avec cette conception-là, c'est pas possible. Alors, ce que proposent Peterson et Mullenhard, c'est plutôt de faire la distinction entre vouloir et entre consentir. Et de dire que pour que ce soit un viol, il faut qu'il y ait absence de consentement, peu importe s'il y a eu du désir et peu importe si ça a été voulu ou non. Donc, ce que ça fait, c'est que si on est dans un processus judiciaire pour savoir est-ce que c'est un viol ou non, on n'a pas affaire à savoir si la fille a été aguichante, si la fille est flirty, si la fille avait des symptômes... pas des symptômes, je ne sais pas comment dire ça, mais si elle avait, je ne sais pas si elle était lubrifiée ou si elle a aimé ça, ça n'a aucun rapport. Qu'elle ait aimé ça ou pas, si elle n'a pas consenti, c'est problématique, ça serait un viol. Donc, déjà là, ça simplifie un peu la chose, mais c'est sûr qu'il reste des zones grises malgré tout ça. Parce que déjà, le fait de vouloir, ça peut se présenter de différentes façons. On peut vouloir pour différentes raisons, qui sont peut-être... qui se passent peut-être en même temps, mais qui sont opposées. Et on peut consentir de différentes façons ces façons-là peuvent aussi entrer en contradiction. On peut aussi regretter un consentement qu'on a déjà donné, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait absence de consentement. Justement, après qu'il y a eu le hashtag, tout ça, il y a une journaliste pas une journaliste, mais peut-être une blogueuse qui racontait une expérience désagréable qu'elle avait vécue. Elle avait été dans un parc avec 2 hommes, puis elle avait accepté de faire l'amour avec ces 2 hommes-là sur le banc du parc. Et lorsque ça a été terminé, les 2 hommes ont sacré leur camp, puis ils l'ont laissée toute seule à chercher ses sous-vêtements dans l'herbe, puis pas de taxi, pas rien, organise-toi. Donc c'était très, très désagréable. Elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça après, mais après ça, elle s'est posé la question, est-ce que c'était un viol? Et elle dit non, absolument pas, c'était pas un viol parce que j'ai consenti, j'étais d'accord au moment de le faire, c'est juste que j'ai trouvé désagréable ce qui s'est passé après et j'étais pas d'accord avec les conséquences. Donc, le fait de regretter le consentement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a nécessairement pas eu de consentement. Il faut se poser cette question-là. Et il faut aussi se poser la question de l'ambivalence, parce que les recherches montrent que les filles, en particulier, sont très ambivalentes lorsque vient le temps de consentir ou non aux relations sexuelles. Et c'était le cas, par exemple, avec Alicia, que je vous ai montré tout à l'heure. Alicia est très ambivalente. Et ce que Mullenhard et Peterson disent, c'est qu'on devrait reconnaître le droit aux femmes d'être ambivalentes parce que c'est pas vrai que tu vas toujours savoir en tout temps et en tout lieu exactement ce que tu veux
dans la vie, et particulièrement dans ta vie sexuelle. Donc, tu aurais le droit d'être pas certaine. Parce que justement, s'il y a plusieurs façons de vouloir, plusieurs façons de consentir, on peut consentir, par exemple, avec son comportement, on peut consentir verbalement, on peut vouloir physiquement, on peut ne pas vouloir pour des raisons pratiques, pour des raisons contraceptives ou je sais trop. Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte et c'est très complexe et c'est normal d'être un peu mélangé, surtout lorsqu'on est devant une situation à laquelle on ne s'attendait pas au départ. Donc, il faudrait reconnaître le droit aux jeunes femmes d'être ambivalentes et c'est pas parce que tu es ambivalente que tu n'es nécessairement pas agente dans ta vie sexuelle. Donc, si on définit la gentilité par le fait de toujours savoir ce que tu veux dans la vie, pas nécessairement que la barre est trop haute, mais je pense que c'est inadéquat avec la réalité. Donc, il y a un processus de questionnement qui se passe et il faut le reconnaître. Donc, mais déjà en distinguant le concept de vouloir et de consentement, on permet cette ambivalence-là et on commence à annihiler le raisonnement selon lequel she wanted it ou she liked it ou she had fun serait une justification pour le viol. Et enfin, parce que je sais que j'ai pris un peu de temps, au Canada, il y a quelques années, le principe sur lequel on se basait pour savoir si légalement, parce que là déjà, il y a le consentement, mais il y a aussi le consentement légal à partir de 16 ans, etc. Légalement, on se basait sur le principe de no is no. Puis, éventuellement, on s'est dit non, ça serait peut-être pas le principe le plus juste. Il faudrait peut-être utiliser plutôt le principe only yes means yes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait eu consentement, il faudrait que l'homme ait demandé à toutes les étapes d'une relation sexuelle et toutes les parties qui pourraient s'annexer à ça, de demander le consentement verbal de sa partenaire pour s'assurer qu'il a obtenu ce consentement-là et qu'il était certain qu'elle consentait aux relations. Sauf que ce modèle-là est très problématique, d'abord parce qu'il est basé sur des principes de prévention du risque. Donc, on traite la sexualité comme si le viol était un danger constant pour les filles. Et en plus, au travers de tout ça, on réitère des normes de genre, c'est-à-dire que c'est la job du gars d'initier les relations et c'est la job de la fille de consentir. Et en plus, en faisant ça, vu qu'on only yes means yes et qu'il faut toujours s'assurer que la fille dit oui, ben on déplace insidieusement la responsabilité du viol sur le dos des filles et on examine beaucoup plus ce que la fille a fait que ce que le gars a fait. Donc, si la fille n'est pas une victime idéale, elle devient en quelque sorte responsable de sa victimisation et c'est très problématique. Donc, à ce problème-là, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est très complexe la notion de consentement et que ça a des implications directes avec la notion d'agentivité parce que pour être agente, on doit agir dans un contexte qu'on n'a pas prévu d'avance, qui est très complexe, qui est un peu dicté par les normes sociales, social roles, tout ça, les scripts sociaux, c'est ce que je cherchais, les scripts sociaux qui sont apportés par les médias, par les films, tout ça, qui disent que c'est le gars qu'il faut qu'il initie, que c'est la fille qu'il faut qu'il soit la gatekeeper de la sexualité. Et donc, voilà, ça fait un peu le tour.